Bien, bonjour et bon matin à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui là pour un événement organisé par SIC conjointement avec BDC sur le leadership au féminin, la pandémie, un vecteur de changement. Alors, je suis très contente aujourd'hui d'être la modératrice du panel. Alors, je suis Nancy Boudreau, directrice régionale du client de diversité au niveau de la Banque de développement du Canada. Alors, pour moi, c'est d'être extrêmement choyée aujourd'hui de pouvoir être entourée de 4 femmes absolument fabuleuses avec des propos qui vont certainement vous animer et vous faire réfléchir sur peut-être vos propres organisations. Mais avant que nous enthousiasmons sur notre panel, je vais me permettre de passer la parole tout d'abord à donc le mot de bienvenue qui est maintenant. Donc, je vais passer la parole maintenant à notre représentant du SIC et de BDC, donc le président Richard Blarget de SIC qui nous dira quelques mots. Alors, Richard, c'est à vous. Merci, Nancy. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cet événement. Quelques mots sur STIC pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas beaucoup. STIC est une association d'entreprises manufacturières, principalement ou de services techniques, fondée il y a 35 ans et active dans plusieurs secteurs d'activité, dont le transport terrestre, l'aéronautique, la fabrication d'équipements, etc. STIC compte plus de 400 membres et sert au total plus de 700 entreprises par année. Chez STIC, ce qu'on fait, ça se résume en 2 mots. Premièrement, nous aidons les entreprises à trouver des clients, des fournisseurs, des partenaires d'affaires et également nous aidons les entreprises à améliorer leur performance. Parlant de trouver, on a d'excellents événements qui permettent aux entreprises d'acquérir de l'information et de développer donc leur réseau de contacts. Premièrement, la grande conférence STIC qui suivra notre Assemblée générale annuelle. Ça aura lieu le 30 mars 2022, soit en virtuel, soit en présentiel ou en mode hybride, donc à voir au cours des prochains jours. Donc, la présentation cette année sera effectuée par M. David Cartier, qui est président de Cartier, une entreprise qui fait de l'emballage, une entreprise familiale, donc qui a vécu une transition d'entreprise. Donc, M. Cartier qui a pris la relève de son père et de sa mère il y a de ça quelques années. Ensuite, nous avons notre fameux tournoi de golf Maillage qui va revenir donc cette année en 2022 après 2 ans d'absence. Notre tournoi, ce qui est particulier, c'est qu'il y a des entreprises qui sont exposantes sur les théâtres de départ. Donc, pour les joueurs, pour les participants, c'est une occasion de découvrir de nouvelles entreprises manufacturières ou des entreprises qui offrent des services spécialisés aux manufacturiers tout au long du parcours de golf. Donc, chaque année, c'est un événement qui est très apprécié. Également, tantôt, je parlais du mot « améliorer ». Nous avons 2 programmes d'amélioration présentement en cours. Notre premier qui est notre programme Podium Transport, qui aide des fournisseurs qui sont actifs dans le secteur du transport terrestre à améliorer leur compétitivité, leur performance. Donc, ce programme-là est en cours depuis 2018. Il va se terminer l'année prochaine, mais il reste encore quelques places et il est très apprécié. Ensuite, nous avons notre programme Podium Manufacturier qui vise les entreprises qui ne sont pas dans le transport terrestre ou dans l'aéronautique. Donc, c'est le même principe que notre programme Podium Transport. Ça débute par un diagnostic d'entreprise qui est effectué par nos ressources, un diagnostic objectif et indépendant, suivi de la mise en place de projets d'amélioration spécifiquement identifiés comme priorité par l'entreprise. Donc, diagnostic, projet d'amélioration, c'est une combinaison gagnante et la beauté là-dedans, c'est que les entreprises peuvent refaire un autre cycle d'amélioration une fois qu'elles ont complété avec succès le premier cycle. Donc, je vous invite à nous appeler, à communiquer avec nous par courriel pour vous renseigner. Donc, ce sont des programmes qui aident à améliorer la compétitivité de nos entreprises. Donc, là-dessus, je recède la parole à Chantal Rémy de la BDC. Merci, Richard. Bonjour à toutes et à tous. Je suis bien heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Puis BDC est fière de collaborer avec STIC pour la tenue de l'événement aujourd'hui. Tout comme STIC, BDC vise à soutenir puis à accélérer la croissance des PME canadiennes. Si on le fait d'un océan à l'autre en offrant du financement, des services conseils puis du capital. C'est une équipe de 2300 employés, 400 consultants, 123 centres d'affaires à travers le pays pour, dans le fond, soutenir 60 000 clients, même 70 000 si on regarde les clients qu'on soutient de façon indirecte.
La pandémie, la fameuse pandémie, bien, ça nous a permis de démontrer concrètement qu'on était là pour les entrepreneurs. Fait que la pandémie frappe. Tout de suite, les téléphones n'arrêtent pas de sonner. C'est des reports de paiement de prêts, on en a fait pour des dizaines de milliers de clients. Ça a l'air facile, mais prendre la décision de le faire, c'est une chose, c'est une décision qui se prend en 5 minutes, mais de mettre ça dans nos systèmes pour arrêter les paiements, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vécu. On a déployé des milliards de dollars, évidemment, pour aider les entreprises à rester à flot pendant le gros de la pandémie. Puis, on a également offert des consultations gratuites à plus de 1000 entrepreneurs sur comment faire des ventes en ligne, sur comment s'organiser avec la trésorerie pendant cette période qui était éprouvante pour tous. Ça, on l'a fait avec le dévouement de nos employés. On a des employés du marketing, des ressources humaines qui ont pris les appels des clients. Ça nous a vraiment permis de travailler en équipe pour, dans le fond, voir les défis de la pandémie tous ensemble. J'ai hâte de vous entendre, mesdames. Je suis certaine que vous allez avoir des belles histoires à nous raconter sur le leadership et sur la résilience de vos entreprises là, dans le contexte de la pandémie. Alors, sur ce, bonne conférence. Merci. Merci beaucoup, Chantal et Richard, pour avoir fait le mot d'introduction de nos deux grandes organisations qui sont là pour ce beau panel aujourd'hui. Alors, si vous me permettez, je vais passer et vous introduire rapidement auprès de chacune de nos panélistes. Première chose, je veux vous faire noter qu'il y a un très beau profil complet sur le site de STIC de chacune de nos panélistes. Alors, prenez le temps de le consulter, allez le lire et amusez-vous à regarder l'ampleur de l'expertise et de l'expérience de chacune de nos panélistes. Pour moi, ce matin, ce que je ferai, c'est que je les interpellerai par leur nom. Je présenterai leur entreprise de façon très brève. Alors, n'hésitez pas à aller consulter si vous voulez avoir plus de détails. Alors, comme panéliste aujourd'hui, nous avons Lise Désiel, présidente directrice générale de Cordée électrique, qui offre des produits et des services pour, et plutôt fabricants de harnais électriques. Alors, merci beaucoup, Lise, d'être là ce matin. Nous avons également Chantal Morissette de Francil, qui offre des produits et services qui s'adressent pour les couvreurs dans la grande région de Montréal. Alors, un grand merci, Chantal, d'être là ce matin. Nous avons également Catherine Pinard, présidente et chef de la direction de Nationex, une entreprise québécoise qui fait la livraison de colis partout au Canada. Alors, bienvenue, Catherine. Nous avons également Dawn-Marie Turner, présidente de Aerospace Hemingford, qui est une entreprise qui se spécialise dans l'usinage, l'assemblage et les essais de pièces complexes pour les moteurs d'avion. Alors, chères dames, merci et bienvenue à cette annonce. Alors, peut-être une petite mise en contexte pour donner un petit peu l'air d'aller. On le sait, la pandémie, ça a été un exercice et ça l'est encore de résilience pour les entreprises. Il a fallu se réinventer, revoir nos priorités, adresser les ressources humaines. Et ça, ce sont que quelques-uns des grands termes qui ont été touchés par chacune des entreprises et des entrepreneurs et professionnels qui ont été à la tête de ces entreprises-là pendant nos presque 2 ans maintenant de la pandémie. Aujourd'hui, vous êtes toutes présentes pour souligner comment la pandémie a eu un effet de changement pour vos organisations. Donc, vous avez découvert des choses, vous avez mis en place peut-être des choses nouvelles, vous avez recentré des choses, et c'est ça sur quoi nous allons discuter aujourd'hui. Alors, ma première question va être, si vous pouviez nous parler de quel, au pluriel ou non, apprentissage a été le plus percutant pour vous avec cette pandémie-là. Et je vais lancer la balle, juste pour faire différent de la liste des personnes que j'ai parlé, à Chantal Morissette. Alors, Chantal, c'est la première. Bon, alors, n'inquiétez pas, la première, c'est la dernière tantôt. Ça va être correct. Alors, bon matin tout le monde. Merci, Nancy. Écoute, c'est clair que je pense que le mot qu'il faudrait, j'aimerais changer le mot changement pour amélioration.
s'il y a une chose qui a été percutante dans tout ça, c'était de voir dans la possibilité d'améliorer les choses en même temps qu'on vivait quand même une crise. Puis je pense qu'en tant que leader, ça, c'est important d'essayer de démontrer à nos équipes et à nos gens qu'il y a quelque part dans tout ça une petite part de positif. Puis c'est là-dessus qu'il faut qu'on se nourrisse. Moi, j'ai trouvé enlevant à quel point les gens, peu importe leur poste dans notre organisation, avaient un engagement à se soutenir les uns les autres, puis à pouvoir passer à une prochaine étape. Cette capacité-là, ça a été marquant. Tu sais, ça fait partie de nos valeurs d'entreprise chez Francil, d'être engagé, mais c'est dans cette période-là qu'on l'a remarqué le plus. Puis c'est ça qu'il faut souligner, je crois, de la pandémie. C'est cette capacité-là de toutes nos équipes, de nos gens alentour de nous, à passer de l'avant, à regarder en avant, malgré que ça pouvait être difficile à certains égards, bien sûr. Je pense que c'est le mot, c'est probablement ce qui m'a percuté le plus en tant que leader. Il faut que je reconnaisse qu'on n'a pas passé aucune d'entre nous à travers ça sans les gens qui nous entouraient. C'est ça qu'il faut souligner, je crois. Hey, merci. C'est un très bon commentaire de souligner qu'en quelque sorte, ça leur a centré le fait que nos employés, nos équipes ont dû souder les coudes ensemble. Puis, faisant du pouce un peu là-dessus, puis toujours sur la même question, Dane-Marie, en étant dans le segment aéronautique, j'imagine que d'une certaine façon, vous avez senti un peu le même effet ou quelque chose de similaire. Alors, si vous nous en parlez. En fait, c'est sûr que pour nous, il y avait, comme pour tout le monde, il y avait au début, beaucoup de confusion sur qu'est-ce qui allait se passer. On ne savait même pas si on était essentiel ou non au début. Mais là, on s'est rendu compte assez rapidement qu'on était essentiel, malgré le fait que les avions ne volaient pas trop. Donc, je pense qu'il fallait faire face à la peur des membres de notre équipe et à vraiment essayer de les aider à comprendre où est-ce qu'on s'en allait, malgré le fait qu'il n'y a personne qui le savait. Et on disait souvent qu'on était dans une période où on construit l'avion en période de vol. Mais pour nous, je pense qu'on a toujours eu des valeurs très humaines et prioriser nos employés. Donc, on s'est appuyé sur ces valeurs-là pour communiquer, pour comprendre les différences aussi, parce que chaque personne, il y avait des réactions différentes à comment on s'y prend dans cette situation. Même dans notre équipe de leadership, tout le monde n'était pas sur la même longueur d'onde sur comment on s'y prend. Est-ce qu'il faut changer des choses? Est-ce qu'on c'est business as usual? Il faut continuer à livrer les pièces? Et oui, il fallait continuer, mais il fallait continuer avec une compréhension qu'on était ailleurs en termes de comment il fallait s'organiser, comment il fallait respecter les différences entre les personnes. Il y avait du monde qui vraiment n'était pas confortable à continuer à travailler. Il y avait du monde qui avait des enfants pas à l'école. Donc, il fallait s'adapter à cette situation et mettre les employés en priorité. Ah, bien, je comprends. Puis, c'est d'autant plus important là, quand on voit là, que l'aspect peur, l'aspect inconnu devient un des éléments. Est-ce que je travaille encore? Je vais avoir encore un travail? Qu'est-ce qui va se passer, etc. Fait on voit le lien qui continue. Puis, Chantal, tout comme Dane-Marie, vous êtes toutes les deux dans des entreprises qui sont rendues à plusieurs générations. Donc, il y avait une culture d'entreprise qui était bien installée à l'intérieur de ça. Ce n'est pas toujours le cas des plus nouvelles entreprises. Fait que des fois, ça peut créer comme un certain défi. Ici, il y avait peut-être un attachement ou une culture d'entreprise. Mais on reviendra peut-être à ce sujet-là. Alors, si je continue vers les autres panélistes, Lise, si tu nous parlais un peu pour toi, éléments percutants ou apprentissage percutant que la pandémie a généré chez Corby. Moi, je te dirais l'élément le plus percutant, c'est la bienveillance.
Moi, on avait le mot bienveillance dans nos valeurs. On a toujours pensé qu'on était une entreprise très bienveillante pour nos gens et le mot bienveillance a pris un sens différent durant la pandémie parce que sous bienveillance, qui est un très joli mot, il y a aussi respect justement des peurs, respect, et là, on trouve où le respect mutuel entre la peur de l'employé, la peur de l'employeur, parce que je ne vous dirai pas que j'en ai pas vécu de peur, j'en ai vécu plein. La peur de nos clients, nous, on était service essentiel, donc on est resté ouvert. Pour vous situer, moi, je suis à Valcourt, à côté de la grosse usine de BRP. Donc, dans le village, quand BRP ferme, la ville ferme complètement. Wow! C'est durant l'été, les 3 semaines de vacances, si BRP ferme, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, pourquoi BRP est fermé puis nous, on est ouvert? C'était tout un défi et on a pu relever qu'avec la bienveillance et la compréhension. Je te dirais que, puis c'est pas nécessairement moi qui a initié toute cette bienveillance-là, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est venu de l'équipe. C'est vraiment venu de l'équipe et de l'équipe production plancher qui se sont mis à se soutenir les uns les autres, à modifier leur horaire pour couvrir les chiffres, pour couvrir les enfants qui sont à l'école, pas à l'école, les garderies fermées. Fait que moi, je ressors vraiment avec le mot bienveillance. Est-ce qu'on dirait jusqu'à un certain point que ça l'a comme donné aux employés peut-être un sens de responsabilisation envers leurs collègues qui n'étaient peut-être pas là ou aussi bien définis? Moi, je te dirais qu'il y a eu de l'éclosion de talents que nous, la direction, n'avait jamais vu. Il y a des gens qui ont toujours été dans l'ombre, qui étaient ici depuis plusieurs années, qui ne faisaient pas de vagues, qui suivaient leur petit train-train et qui sont devenus des leaders, effectivement, de bienveillance. Donc, ben, toi, tu vis ça, mais moi, je peux faire ça. Et là, on est passé à 28 horaires de production. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne encore aujourd'hui. Cette bienveillance-là est extraordinaire pour nous. J'aime beaucoup le mot, Lise, bienveillance. Hein? Puis, malgré tout, ça rejoint pas mal ce qui a été dit jusqu'à maintenant en termes de les employés qui se soudent entre eux, qui arrivent et disent, ben là, on est dans un événement de peur. Une crise, ça fait sortir les talents cachés, mais parfois les traits cachés de certaines personnes qui sont rentrées dans un quotidien qui ne leur permettrait pas de sortir à l'extérieur d'un cadre. Si je pensais à Catherine, de ton côté, on parle de Lise qui disait, ben, moi, je suis service essentiel. Dans le mari, pendant un bout de temps, on n'était pas sûr. On l'est-tu, on ne l'est pas. Chantal, ça a été un peu la même situation. On est dans la livraison de colis. Comment on vit ça? Parce que ça a été une explosion complètement incroyable dans ce segment-là. Fait que quel apprentissage vous avez eu, vous, à Nationale? Bon matin, tout le monde. Je dirais apprentissage, je ne veux pas répéter ce que les autres ont dit, mais essentiellement, je pense qu'il fallait être capable de comprendre et de gérer simplement avec authenticité. J'ajouterais à la bienveillance de Lise, peut-être l'authenticité. On n'avait pas de réponse tant. Au départ, il a fallu faire certains licenciements parce qu'on ne savait pas où le marché s'en allait. Nos clients fermaient. Nous, on restait ouverts, mais avec moins de volume. Bref, il fallait assurer un service malgré le fait qu'on n'avait pas la clientèle normale. Fait qu'on s'est mis à faire un peu n'importe quoi. On n'avait pas de réponse. On avait juste des questionnements. Puis je pense qu'il fallait juste avoir l'honnêteté de dire qu'on n'avait pas les réponses, puis qu'on était puis on le communiquait beaucoup. Je pense que ça a passé beaucoup par la communication avec les gens. Fait que moi, ce que j'en ressens, c'est qu'il faut être bien entouré. Il faut être bien entouré, puis il faut rester qui on est, puis être authentique, puis juste dire, tu sais, des fois, ça ne fonctionne pas, puis des fois, ça fonctionne. Puis on a pris des bonnes décisions, puis il y en a d'autres qu'on a prises qui étaient définitivement moins bonnes. Puis ensuite de ça, on s'est replacé, mais on était dans une période de turbulence. Fait que la turbulence, bien, ça amène toutes sortes de choses. Mais quand on le fait avec notre cœur et avec ce qu'on est, bien, je pense qu'à la fin de la journée, bien, ça donne des bons résultats, là. Ah, tout à fait, j'en suis convaincue. Ça reste quand même qu'on s'entend. Il y a eu un impact sur des chaînes d'approvisionnement qui ont été impactées. Des personnes
qui, malheureusement, la santé, la COVID, quand elle est passée, ils ont été obligés de vivre avec. On a eu des situations familiales, personnelles qui sont impactées, la situation professionnelle. Hein. On le dit de plus en plus dans les dernières années, on voyait le rapprochement de la vie personnelle et professionnelle au niveau du croisement, le balance travail-famille faisait en sorte qu'on y... Mais là, on s'est retrouvé comme exponentiellement exposé à la vie personnelle de nos employés. Et malgré tout, en tant que leader de ces entreprises-là, vous avez toutes et votre équipe de direction aussi fait face à cette même crise. Hein. Vous n'aviez pas plus, Catherine, tu le soulignes, vous n'aviez pas toutes les réponses. On arrive, on se lève le matin, on nous dit que c'est ça, une semaine après, c'est d'autres choses, la situation évolue, puis on doit s'adapter. Pas facile sur les éléments entrepreneuriales et gestionnaires de ces grandes entreprises-là. Avant que je passe à la prochaine question, je vais me permettre de souligner, j'ai fait la première question, je veux juste m'assurer que toute notre auditoire sache que vous êtes toutes là et enthousiastes à répondre à leurs questions. Alors, à n'importe quel moment, ils ou elles sentent qu'ils ont un intérêt à poser une question, faire un commentaire, ils peuvent utiliser en bas de leur Zoom l'élément Q&A et de poser des questions et je me ferai un plaisir de transmettre ces questions-là auprès de nos panélistes ou encore d'utiliser le chat si jamais vous êtes plus confortable. Alors, juste passer ce petit message-là, m'assurer que tout le monde se sente bien à l'aise. Je reviendrai, je repasserai encore cet élément-là. On se dit, on a des apprentissages que vous avez tous identifiés de façon quand même assez importante, c'est tout l'aspect humain. L'aspect humain de la pandémie. On a beaucoup parlé des aspects de productivité, d'accessibilité, on a besoin de nos produits, on a besoin de nos services. Mais là, on parle de nos employés. Comment on répond? Et comment cette crise-là, en tant que gestionnaire d'une entreprise d'une certaine taille, avec des intérêts, vous avez des clients, il y a des choses qui se passent encore. Comment on gère ça? Fait que je vais vous passer le flambeau à ce moment-là, puis je vais y aller un petit peu différemment. Puis cette fois-ci, comme j'ai commencé avec Chantal, ben là, je vais commencer avec Lise. Alors, Lise, c'est à ton tour. C'est à mon tour. Mon Dieu, il y aurait tellement de choses à dire sur cette question-là. Vas-y. Nous, ça a été comme un peu un électrochoc de justement savoir comment fonctionner, comment gérer tout ça, parce que on est une entreprise où les salaires à la base étaient vraiment petits. On l'a remarqué durant la pandémie, puis ça nous a comme sauté aux yeux. La reconnaissance des employés de première ligne, on a vu que ces employés de première ligne-là, dans à peu près tous les secteurs, c'était les gens qui gagnaient les moins gros salaires. Et ça, nous, on faisait partie de ça que je vais parler au passé parce qu'on a donné comme 35 % d'augmentation de salaire dans les 2 dernières années. Alors, on vient de se démarquer, mais je vous dirais que c'était très difficile quand le métro est arrivé et a dit, moi, pour que mes employés restent au travail, puis parce que je considère mes employés, je vais tous leur donner une prime de 2 $ de l'heure. Et là, toi, tu fais comme... OK, mais je vais faire quoi, moi, pour faire ça, là? Lui, il vient de donner tout ça. Et là, on s'est questionné en tant qu'entreprise, mais est-ce qu'on traite nos employés comme il se doit? Et là, moi, j'ai toujours pensé que oui. Et c'est venu chambouler un paquet de choses dans l'organisation. Puis, ça fait quelques années qu'à chaque fois que j'ai des grandes décisions à prendre, je reviens aux valeurs de l'entreprise. Et puis, je vous dis que là l'exercice des valeurs de l'entreprise versus comment on traitait nos employés au niveau salarial a fait beaucoup de chemin. Et on a tout revu, tout ce qui était salarial, conditions de travail. On n'avait pas de plan d'assurance. On a mis des plans d'assurance. On a travaillé tout cet aspect-là le plus qu'on pouvait. Puis on se disait, on ramassera après. Là, tout le monde, il faut qu'il passe au travers. Puis j'ai l'impression qu'on n'est pas équitable. C'était un gros moment, un gros enjeu. Et là, on en sort de tout ça. Et ce n'est que positif. Ce n'est que positif. C'est quand même un commentaire intéressant, Lise, que tu soulignes là, dans le contexte où
tu mets en lumière que les réactions des autres personnes qui, Métro n'était pas un compétiteur de votre entreprise. Ce n'est pas une autre entreprise qui fait des harnais ou une autre entreprise. Puis là, une décision comme ça a un impact sur qui vous êtes. Et là, ce que j'entends, c'est le message de dire, là, de dire qu'on avait des valeurs, puis de les activer, de les rendre réelles, a tout d'un coup devenu une priorité d'entreprise. On est remonté vraiment, oui. Et prendre conscience aussi que notre produit, qui est le harnais électrique, qui est souvent considéré comme secondaire dans le domaine du transport, ben, il n'est pas secondaire du tout. Parce qu'un véhicule sans ses harnais électriques, là, ben, il n'avance pas. Alors, pourquoi le milieu a fait que c'était un domaine où on considérait le harnais comme un peu cheap? Puis nous, on s'est dit, ben ça ne sera plus ça. On est une pièce essentielle. Vous nous le dites, chers partenaires d'affaires, à tous les jours. Comment la qualité de nos produits est importante, comment... Ben attendez un petit peu. Le soleil, il faut qu'il brille aussi pour nos employés, puis qu'on soit capable de les garder dans cette crise-là. Mais tout le monde a embarqué, là, pas juste nous, nos clients ont compris. Là. Fait que, le mot partenariat, d'employé à employeur à client, a pris un très, très grand sens. On reviendra peut-être là-dessus. Je vais juste faire un autre petit tour, puis je vais peut-être revenir gratter un petit peu plus tard, Lise. J'ai pris quelques notes. Alors, je vais me permettre de passer la parole à Catherine dans cet élément-là. Changement, l'humain dans la crise. Qu'est-ce que ça a eu comme impact? Lise nous parle de... on a regardé les compétiteurs, puis on s'est dit, il a peut-être fallu qu'on ressente nos valeurs. Comment ça s'est répliqué ou appliqué chez National? Je pense que, tu sais, on se dit toujours des entreprises humaines, puis particulièrement les entreprises familiales, puis à un moment donné, peut-être on l'oublie avec le temps. Pas qu'on l'oublie, mais tu sais, c'est quelque chose qui... on est en croissance, tout ça, mais je pense que ça nous a effectivement ramené à l'essentiel. Tantôt, je parlais de communication, de davantage informer de où on s'en va, de qu'est-ce qu'on fait. Ça, c'est quelque chose qui est resté chez nous. Puis je pense que, un peu comme Lise disait, nous, on s'est arrêté, puis on s'est dit, bon, qu'est-ce qui fait, quelle est notre expérience employée chez Nationex? Fait que là, on a embauché quelqu'un qui est venu rencontrer la plupart de nos employés. C'est quoi l'expérience qu'ils vivent? Pourquoi ils s'en vont? Pourquoi ils décident de quitter? Tu sais, sais-tu? Parce qu'il y a le salaire, à un moment donné, on ne peut pas faire une bataille de salaire uniquement. Il faut faire, faut attaquer autre chose. On est venu définir certains aspects là, qui doivent être travaillés chez nous et qui ne sont pas encore tous travaillés et tous réglés aujourd'hui. Mais au moins, on a un statut. On le sait, on veut améliorer les choses, fait qu'on le prend un à la fois. Puis comme Lise disait, bon, il y a certains groupes ou corps de métier qu'on est venu attaquer les salaires parce qu'on s'est dit, bon, ils ne sont peut-être pas compétitifs. On ne peut pas tout faire en même temps. Donc, il y en a certains qu'on a mis peut-être plus de côté, il y en a d'autres qu'on va revenir. Mais tu sais, je pense qu'il faut comprendre pourquoi, tu sais, parce que des salaires ne vont toujours pas augmenter. Puis je pense que où ça devient intéressant, c'est effectivement le partenariat avec les autres. Fait que, il y a le partenariat avec nos clients aussi qui sont rendus beaucoup plus conciliants aussi sur certains aspects en disant, bon, ils comprennent qu'à un moment donné, un enjeu de main-d'œuvre, ça peut arriver dans un secteur, tout ça. Puis, je pense que, dans la mesure où on travaille tous ensemble, on s'en va tous à la même place, c'est quelque chose qui, maintenant, on est capable d'en parler avec nos clients, avec nos partenaires, en disant, bon, on a un enjeu de main-d'œuvre là, puis tout ça. Donc, ça peut venir nous aider. Fait que le changement de culture, le changement qui s'amorce, ça passe d'abord par les humains. Fait qu'il faut en parler, il faut les comprendre, puis après ça, il faut changer une chose à la fois, une étape à la fois, puis leur dire ce qu'on va changer, leur dire ce qu'on ne fera pas, parce qu'on voudrait bien tout faire, mais ça reste qu'on a des ressources humaines et financières qui sont limitées. Fait qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions. Ça fait partie de notre travail aussi d'assurer la croissance de notre entreprise à long terme, tout en ayant le bonheur de nos employés à cœur. Fait que je pense qu'il faut être capable de venir faire un bon balancier entre tout ça. Je pense que juste le savoir, le communiquer, le partager, puis prendre des priorités d'action, déjà, c'est des bonnes premières étapes là, qui nous aident à se rapprocher d'eux, parce qu'à la fin de la journée, c'est ça, c'est moi, je suis là parce que mes employés sont là, puis mon entreprise, puis mes clients sont là aussi parce que nos employés sont là. Fait qu'une fois qu'on a statué ça, bien, il faut y aller une chose à la fois. Là.
Merci, Catherine. Si tu me permets, étant donné qu'on a eu la chance de se rencontrer tout ensemble avant même de cette rencontre-là, j'irai un petit peu plus loin parce que tu as mentionné quelque chose quand on s'était rencontrés en préparation du panneau, que un des éléments du côté humain, ça avait été aussi de revoir, parce que tu parles du partenariat avec tes clients, avec tes employés, etc. Ça avait été aussi de revoir à savoir, est-ce qu'on prend tous les contrats parce que ça a un impact aussi sur étirer nos ressources. J'aimerais t'entendre là-dessus parce que je pense que ça, c'est un des éléments que les gens sous-estiment beaucoup, puis que je trouve qu'il a été très fort quand tu nous as parlé. Mais en fait, c'est que, tu sais, au départ, là, on disait on est dans une période de turbulence. Fait que nous, on s'est mis à livrer un peu n'importe quoi qui peut avoir un impact sur nos employés. Puis là, il faut comme se recentrer et dire, bien, la santé, la sécurité de nos employés, ce qu'ils vivent au quotidien, il faut le comprendre parce qu'à un moment donné, ça va nous obliger à prendre des décisions de dire, nous, on est qui? C'est quoi qu'on veut devenir? C'est quoi qu'on veut faire? Avec, tout ça en partenariat avec autant nos employés que nos clients. Bien, ça va peut-être nous demander de se repositionner et de dire, bien, il y a certains types de livraisons que nous, on ne fera pas parce que ça a un impact qui est grand, ça amène un essoufflement de nos équipes. Puis à un moment donné, il faut se dire, bien, il n'y a pas juste la croissance, il faut gérer la croissance correctement, faire en sorte que, bon, ça nous oblige à dire bien, certains types de clientèle, pas type de clientèle nécessairement, mais dans notre cas, c'est des colis, peut-être des colis plus volumineux, des colis qui sont plus difficiles, qui demandent plus de manutention, bon, qui demandent quelque chose de plus pour nos clients que nos employés, c'est-à-dire, bien, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir qu'on prenne la décision, puis des fois, ça, c'est de laisser de l'argent sur la table, puis c'est de dire, bien, ça se chiffre, là, tout ça. Là, fait que c'est quand même une décision qu'il faut prendre de façon éclairée, tout ça. C'est sûr que de l'autre côté, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, mais des apprentissages, c'est sûr qu'on a aujourd'hui on a mis en place plus de compréhension de notre data puis de tout ce qu'on a. Fait qu'on est capable un peu plus de se positionner puis de dire, bien, quand on laisse aller ça, bien, voici l'impact sur ci, puis sur ça, puis sur ça. Fait que je pense que de mettre notre croissance en palier avec nos employés, leur essoufflement, ils sont fatigués, on parle de fatigue pandémique. Tu sais, là, on le sent là, dans nos équipes, là on dirait que c'est pire que pire. Là. Le mois de janvier a été pire pour tout le monde parce qu'on s'attendait à un relâchement, puis on ne le vit pas. Fait que là, on dirait que c'est ça qui est plus difficile, je pense. OK, oui, il va falloir prendre des décisions pour dire, bien, la croissance, c'est pas tout. Ça va nous aider. Puis moi, je suis convaincue que de toute façon, les décisions, je le dis, si on les prend bien avec ce qu'on pense, où on veut s'en aller, on va prendre les bonnes. Puis notre croissance, ça va juste par la suite être meilleure. Merci beaucoup, Catherine. J'aime beaucoup. C'est un beau commentaire, puis je trouve que c'est intéressant de rappeler aux entreprises que la croissance à tout prix n'est pas nécessairement le meilleur vecteur pour assurer la longévité. Puis à la fin des courses, bien, il y a beaucoup d'impact ou d'effets dominos sur une décision qu'on prend au niveau entrepreneurial, que ce soit de croître notre chiffre d'affaires ou tout simplement pardon, de ne pas prendre un certain client pour X, Y raison. Sur ça, je vais passer la parole à Chantal, puis que tu me parles un peu aussi, Francine, côté humain de la crise, quel changement on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Bien, je pense que c'est sûr qu'on se rejoint un petit peu tous. La communication, ça a été définitivement le clou, le point numéro 1. Je pense que oui, on est tous tannés des Zooms et tout ça. Par contre, ultimement, le Zoom aura apporté, ou le Teams, ou peu importe, là, aura apporté un certain rapprochement pour peu importe, nous, on n'est pas Canadiens, donc ça rapproche toutes nos équipes, peu importe la distance où est-ce qu'ils sont. Fait, ça, là, au point de vue communication, je pense qu'il y a eu un changement important à ce niveau-là. C'est sûr que ça va rester. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il y a une économie de temps, etc., etc. Un des points les plus importants, je pense que c'était pour nous autres d'être, et ça continue d'être comme ça, d'être constamment dans un mode solution. Catherine parlait tout à l'heure de prendre une décision, de regarder, puis des fois de décider de ne pas prendre une commande, prendre une commande. Mais ça, pour toutes nous autres, c'est venu beaucoup du fait qu'actuellement, il faut rapidement prendre un pas de recul puis être capable de regarder un 360. Puis regarder un 360, bien, c'est regarder tes fournisseurs, tes clients, puis ton équipe dans un regard, puis prendre la décision qu'il faut prendre pour aller de l'avant. Qu'elle soit de prendre ou pas prendre une commande,
qu'elle soit de mettre un nouveau programme en place qu'on a fait de notre côté, pas dans le pic de la crise, parce que ça n'aurait pas été le moment de faire un chamboulement. Il fallait prendre des décisions rapides, mais changer une culture ou mettre en place un programme pour nos équipes. On a fait un petit peu comme Lise, vous avez fait de votre côté. Regardez les programmes qu'on a pour nos équipes. Alors, on a mis en place un nouveau programme qui est le programme Dynamo, mais pas dans le pic de la crise. On a pris quand même un 12 mois pour regarder comme il faut, parce que si on avait pris certaines de nos décisions plus profondes ou qui auraient créé un plus grand changement pour l'équipe dans les 6 premiers mois, on n'aurait peut-être pas pris les meilleures décisions à ce moment-là. Parce que je suis sûre que tout le monde, vous avez vécu ça. Quand on a fermé pour 3 semaines, etc., tout le monde en télétravail. Bon, le télétravail, c'était bien plaisant les 3 premières semaines, jusqu'à temps que les enfants sont à la maison pour faire de l'école, etc. Là, le monde nous appelait pour nous dire j'aimerais ça recommencer à revenir, j'ai hâte de jaser à la machine à café. Donc, il y a toute cette réalité-là, mais ça fait partie de l'écoute. Fait que je pense que c'est le point le plus important, puis nos gestionnaires, on apprend ça aussi, là, c'est prendre juste un pas de recul pour aller plus loin par en avant, mais le pas de recul va nous permettre d'avoir le meilleur 360 possible, puis de regarder tous les aspects dans l'entreprise. Je pense que ça a été un point très important que je tiens à souligner, là, que nos leaders, que nos équipes ont fait, puis que ça nous a vraiment aidés dans les dernières années. Merci. J'en reviendrai peut-être éventuellement parce qu'on n'a pas encore touché un des éléments, puis je vais juste voir si ça va arriver avec Dawn-Marie, puis après ça, je vous reviendrai. De ton côté, Dawn-Marie, comment on a géré le côté humain de la crise? Hein? On s'entend, vous avez été particulièrement impacté, hein, surtout dans le secteur aéronautique, ça a été très, très en profondeur. Alors, la crise humaine, qu'est-ce qu'on a fait à Aérospatiale et Minfriend pour actuellement prendre en charge ça? Mais en fait, ça a comme changé au cours du temps. Au début, c'était mettre en place les mesures sanitaires pour protéger la santé des employés. Ça, c'était comme première étape. Comment qu'on s'y prend, qu'est-ce qu'il faut mettre en place et la communication. Parce que nous, on a en fait fermé, mais on a laissé les employés partir parce qu'on pensait qu'on n'était pas essentiel. On a pris une journée, l'équipe de direction a planifié ensemble comment on va s'y prendre pour fermer pendant 3 semaines. On a passé le mardi là-dessus. On a appris le mardi soir qu'en fait, on était essentiel. Donc là, le mercredi de cette semaine, l'équipe de direction, on était ensemble distanciés dans notre cafétéria pour parler de comment on s'y prend pour ramener les employés. Et c'est moi j'ai rencontré des groupes de 8 dans la cafétéria pour communiquer les nouvelles mesures qu'on a mises en place. Donc, ça a été comme... Et aussi, on a eu les gens qui ont changé de corps de travail. Donc, on a fait des appels pour avoir moins de personnes présentes au travail en même temps. Donc, vraiment, ça, c'était un défi de planification et de communication et de répondre aux peurs. Je pense que Catherine a dit le mot authenticité au début. Et c'est vraiment ça parce qu'il n'y a personne qui savait vraiment qu'est-ce qui allait se passer. Donc, il fallait juste rester le plus authentique possible pour répondre aux peurs ou aux questions des gens. Et des fois, on n'avait pas les réponses non plus. Mais au cours en fait, pour nous aussi, il y a eu une baisse dans notre production. On avait prévu une année c'était fou maintenant que j'y pense, de 58 % de croissance en 2020. Et on avait embauché beaucoup de nouveaux en 2019 et on était même à une foire de recrutement le 11 mars pour aller chercher plus d'employés. Donc, fin avril, on s'est rendu compte qu'on avait trop de monde pour les commandes qui ont vraiment baissé. Donc là, il fallait penser à qu'est-ce qu'on met en place pour garder nos personnes clés et comment qu'on fait est-ce que ça va durer? C'est quoi? On a fait des mises à pied temporaires pour certains des employés, mais même de s'informer quelle était la bonne façon de procéder.
C'était, et même les agences, les personnes, le gouvernement, tout le monde était comme, on ne sait pas trop comment s'y prendre ou comment faire ça, parce que c'était du nouveau et de l'inconnu. Mais nous, on a choisi d'aller avec le programme de travail partagé du gouvernement fédéral qui nous a aidés à retenir nos employés clés. Donc, on a mis ça en place l'été de 2020. Après ça, c'est comme je dirais, vers novembre, les gens, on s'est adaptés comme, OK, ça, c'est le nouveau normal. Donc, c'était comme, OK, on sait comment s'y prendre et les gens continuaient à faire leur travail. Mais en 2021, juste cette année, ça a été différent, comme les enjeux avec les salaires qui ont et la compétition qui augmentait. Donc, on a fallu vraiment, normalement, on fait des augmentations salariales à date fixe au mois de mars. On a fait d'autres augmentations salariales au mois d'octobre, mais pour savoir comment s'y prendre, qu'est-ce qu'on peut se permettre, mais qu'est-ce qu'on ne peut pas se permettre de perdre des employés, ça c'était sûr et certain. Donc, parce que maintenant, on vit une portion de la croissance qui était supposée de nous venir en 2020. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est un peu sur ce que Catherine a mentionné, mais Lise l'a mentionné aussi quand on était dans notre plus petit groupe, c'est d'être plus sélectif en termes de clients, être plus, regarder le côté négatif de la croissance. Et moi, en tant que ça fait depuis 2018 que je suis présidente, avant ça, j'étais aux ressources humaines. Et je croyais que c'est ça qu'on veut, c'est la croissance en tant qu'entreprise et pour nous, la diversification parce qu'on a toujours eu un client majeur. Mais j'ai vu à quel point ça met la pression sur l'équipe et à quel point ça peut être aussi cette fatigue. Et on a eu des retards de production. Tout le monde a travaillé vraiment fort avant Noël pour essayer de rattraper ces retards-là. Maintenant, j'ai une équipe fatiguée et c'est fatigué de la pandémie, fatigué de juste les efforts qui ont été mis. Et ça me fait vraiment penser à qu'est-ce qui est important. Et pour moi, je fais ça parce que j'aime mes employés. J'ai rentré dans cette... j'apprécie évidemment nos clients aussi parce que c'est eux qui nous donnent de l'ouvrage, ils nous permettent de rester de continuer à travailler. Mais des fois, c'est important d'être capable de dire non. Et je pense que on n'a pas cette habitude en tant qu'entreprise de dire non et de reconnaître les limites et de protéger nos équipes de cette façon parce que la mentalité, en général, c'est la croissance, c'est toujours bon, mais la croissance n'est pas toujours bonne. Des fois, c'est problématique et il faut être conscient de ça aussi. Je n'étais pas consciente du côté problématique avant d'avoir vécu cette expérience de pandémie. Hey, non, Marie, ça ne pourrait pas être un meilleur segue pour, mettons, une sous-question sur le thème sur lequel on est encore dedans. Puis, c'est l'aspect, justement, l'éléphant dans la salle. C'est de dire, puis je me rappelle très, très bien, Chantal, tu l'avais mentionné, on était tous excités que la pandémie pourrait peut-être régler notre problème de ressources humaines. Hein? On pensait que, hey, c'est fantastique, on va avoir des employés. Et bon, on s'entend, ça n'a pas l'air de s'aligner dans cette direction-là. Puis j'aimerais peut-être vous entendre un petit peu là, sur le haut et le bas de cet élément-là. Regarde, on s'était dit, ben regarde, on est en croissance, la pandémie nous arrive, on dit, ben là, on a des mises à pied, temporaires ou non, là, on revient en place. Puis là, on s'aperçoit qu'il y a plus de choses. Catherine, tu as explosé, par exemple. Lise, tu as été service essentiel. Chantal, c'est la même chose, plusieurs usines. Qu'est-ce qu'on fait là? On s'est-tu tout excité sur le fait qu'on n'aurait pas de problème d'employés? On s'est-tu arrivé et on s'est dit, Boswell, on a des employés, puis on fait quoi? Notre problème de pénurie n'a pas changé. Comment on gère ça, malgré le fait qu'on est en pandémie? Puis Catherine, je te lancerai la balle en premier, si tu me le permets. Écoute, tantôt, j'en ai parlé, là, il a fallu qu'on se recentre sur nos employés un peu pour savoir, oui, on pensait au départ, mais ça n'a pas été bien long qu'on savait que
les employés, finalement, ça ne serait pas si simple que ça. Et ça perdure encore aujourd'hui. Fait que je pense que, tu sais, on parle beaucoup de ce que ça a amené comme enjeu ou comme problématique là, de toute cette pandémie, mais il y a eu quand même des beaux succès. Là. Tu sais, ça nous a amené aussi à se resituer où on voulait être. Tu sais, moi, j'ai des nouveaux employés maintenant, j'ai des nouveaux postes, j'ai créé quelque chose qui est différent de ce qui était autrefois parce que j'ai des nouveaux besoins. Les nouveaux besoins, autant du niveau de mes employés que mes clients ont des nouveaux besoins. Bon, vous savez, moi, je suis dans la livraison, fait qu'avant, je livrais dans un magasin, puis aujourd'hui, je livre beaucoup à domicile. Ce n'est pas la même demande. Il fallait que je comprenne ces nouvelles demandes-là de mes clients, que je mette plein de chantiers en production en même temps pour répondre à ces demandes-là. Là. Maintenant, on le sait, là, on est sur notre téléphone, on veut savoir à quelle heure notre colis va arriver dans la minute, puis où, puis qu'est-ce qui va se passer, puis ça. Puis avec la pénurie de monde, puis tout ça, il y a beaucoup de défis qui se sont présentés parce qu'on avait moins de monde, mais en même temps, il fallait que technologiquement, on soit à la hauteur, donc technologiquement, ou en tout cas, automatisation, tout ce que vous voudrez, là, on peut les nommer de toutes les façons possibles, les termes, là, mais donc, nous, on s'est vraiment mis à comprendre nos clients, puis on a codifié les raisons pour lesquelles ils nous appellent, pourquoi, puis après ça, on les avait dans l'ordre. Ils nous appellent pour telle raison en premier, bien, c'est ça qu'on attaque. Fait que ça, ils nous appellent, ils cherchent son colis, bien, on va attaquer ce sujet-là, puis on va faire en sorte qu'il va encore le chercher peut-être un peu, mais on va avoir amélioré son sort. Fait que tout ce qui se fait en ligne, les notifications, tout ça. Fait que c'est quelque chose c'est un univers un peu inconnu, qu'on avait commencé à placoter un peu, mais qu'il a fallu faire à une vitesse grand V. Je pense que, tu sais, ça, c'est grâce aux humains qui ont été derrière, qui ont pensé à ça, puis les gens qu'on avait mis dans nos équipes, puis qu'on est allé chercher pour compléter ces équipes-là. Tu sais, il y a beaucoup de monde là, qui n'était pas chez nous. On avait autant d'analyse, d'informations. Maintenant, on est plus intelligent quand on se parle. On sait sur quoi mettre nos efforts. Tantôt, on parlait qu'il on a des ressources limitées, fait qu'à un moment donné, il faut les mettre à la bonne place. On essaie vraiment d'avoir, de pouvoir, c'est ça, de l'intelligence d'affaires, je dirais, davantage, puis prendre des actions en conséquence ensuite de ça, pourquoi dans quoi on veut progresser. Et savoir que notre pool de talent n'est pas éternel non plus. À un certain moment donné, la pandémie n'a pas fait en sorte que notre pool de potentiel d'employés a augmenté de façon super drastique. J'ai même l'impression que jusqu'à un certain point, puis on va entendre les autres panélistes sur le sujet, ça n'a peut-être pas été aussi le cas. On a peut-être découvert des nouveaux talents, des nouvelles façons de travailler. Oui, la technologie vient, mettons, asseoir une partie de nos éléments de changement, mais ça n'a pas changé. Je passerais peut-être la balle à Chantal à partir de ce moment-là, parce que Chantal, tu avais des bons commentaires sur le fait que la pénurie de main-d'œuvre n'a pas été la manne. Non, tout à fait. C'est sûr qu'il y a eu toute une réalité, surtout en 2020, quand on est arrivé à l'été, où on a souvent les étudiants, dans notre cas, qui viennent se joindre aux équipes. Nous, la saison forte de l'été, c'est important, puis c'est quelque chose qui a toujours fait partie. Et devinez quoi? Bien, on n'avait aucun étudiant en 2020. Donc, réalité frappa définitivement. Et là, fallait, encore là, on est en construction. La construction, après la première vague, a quand même été essentielle. Donc, ça n'a pas nécessairement arrêté. Même que ça bougeait de façon exponentielle. Et là, coup d'éclat, ben, on n'a pas les étudiants habituels qui reviennent pour au moins les 2-3 mois d'été. On avait aussi une planification avec de mémoire des Mexicains qui sont finalement pas arrivés parce qu'ils devaient arriver en plein dans mars 2020. Donc, toute une réalité, et a fallu à ce moment-là qu'on retravaille avec les équipes en place pour trouver une façon de faire des chiffres allongés. Et quand je vous ai dit tantôt l'engagement de nos équipes, eh bien, tout le monde avait envie de donner ce qu'il y avait à donner pour être capable de passer à travers ça. Parce qu'il n'y avait pas 44 personnes qui cognent aux portes. Je pense qu'il n'y a pas personne, on ne vit pas ça actuellement, puis on ne le vivra pas, on s'entend. Je pense qu'on a une vraie réalité par rapport à ça. Donc, c'est là, quand tu vois que les gens qui sont en place se disent « Oui, c'est beau, on va donner le coup de plus qu'il faut qu'on donne »,
c'est parce qu'avant ça, on a pris aussi les bonnes décisions. C'est qu'on s'est bien occupé du côté humain de la crise. Tu sais, le jour 1, puis je pense que tout le monde en a vécu ça, là, le jour 1 que François Legault annonce au Québec, parce que nous, on a quand même des gens hors du Québec, mais au Québec, on ferme. Tu sais, on ferme. Demain matin, on ne rentre pas travailler. J'étais à l'usine cette journée-là. Je peux vous dire que c'était la détresse humaine que je voyais là. Et les décisions qu'on a prises, c'est nonobstant, c'était que tout le monde allait avoir une paye la semaine d'après. Peu importe il était qui dans l'entreprise, pour enlever cette pression-là d'une réalité totalement frappante. Là. On s'entend, demain matin, je n'ai pas de paye. Là. On est fermé. Puis oui, on a tous vécu la même chose, qu'à tous les jours, ça changeait, on se réadaptait, etc. Mais ces décisions-là qu'on a prises ont fait quand même que l'engagement de nos équipes, après, on est toujours dans un mode de crise, bien, les gens sont là pour nous. Puis vous avez tout à fait raison. Nous, on a célébré en Noël 2020 et on a souligné et nominé nos équipes de production comme des gens qui étaient sortis de l'ordinaire, là, que c'était des wow, parce qu'ils sont allés les deux mains, puis pas de questions, puis on le fait. Alors, je pense qu'en tant que leader, il n'y a pas rien qui peut être plus rassurant que ça. Puis ça fait quand même qu'il faut qu'on continue à trouver des solutions parce que c'est un enjeu percutant pour les prochaines années, la main-d'œuvre. Puis je crois qu'il faut vraiment que ça soit au centre de nos décisions parce qu'on parle de croissance depuis tantôt. C'est sûr qu'on veut de la croissance, mais comment qu'on va bien faire la croissance d'un côté humain? Je pense que c'est le plus gros défi qu'on a. Puis ça va passer par toutes sortes de choses, que ça soit d'aller à l'extérieur, d'optimiser, de faire de l'automatisation dans nos usines, etc., etc. C'est toute une combinaison là, qui est à regarder pour les prochaines années définitivement. Est-ce qu'à un certain point, Chantal, est-ce que tu sens que, d'une certaine façon, le fait qu'on a eu cette crise-là, puis qu'on a, mettons, remis l'employé au cœur peut-être de beaucoup de décisions, parce que des fois, on le sentait peut-être un peu plus mécanique. Hein? On disait que c'était la personne numéro X qui œuvre sur tel poste, puis avait à faire telle chose. Quand j'entends Catherine, je t'entends toi, puis je suis certaine, après ça, quand j'ai passé la parole à Lise et à Dawn, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'on se dit que la crise nous a peut-être mieux préparés au fait que la pénurie de ressources humaines qu'on a vécue, on a remis comme la pensée de nos employés et on leur a donné peut-être un peu le pouvoir de nous aider à améliorer comment travailler, ce qui n'était peut-être pas aussi vrai avant, ou est-ce que je me trompe? Bien, moi, je pense qu'on avait une façon de voir où on a optimisé la communication. Mais dans la communication, il y a l'écoute. Ouais. Et souvent, peut-être que ce qui est arrivé, c'est que dans le feu de l'action, on croyait qu'on communiquait. Et oui, on communiquait, mais est-ce qu'on écoutait? Donc, la crise a probablement amené, et réalistement, l'écoute. Puis l'écoute, c'était aussi de regarder que dans un Zoom où tous nos employés sont logués à tous les jours pendant qu'on est fermé, de voir les visages, de lire le visage, cette écoute-là est important. Et c'est peut-être le petit bout qui manquait avant, cette écoute-là. Pas l'écoute nécessairement de le vouloir, parce que si on écoute comme il faut, le besoin, c'est ça qu'il faut écouter. Il est où le besoin? Oui. Je t'entends, puis j'apprécie vraiment le commentaire. Puis je passerai peut-être la parole à Dawn-Marie dans le contexte où on entend l'écoute, on entend les changements qui ont été expérimentés par Catherine, l'écoute que Chantal met en place, de dire c'est une communication qui fonctionne pas seulement à déverser de l'information vers les employés, mais à recevoir. Puis là, la fondamentale de la question d'origine, c'est de dire, là, on avait peut-être l'impression qu'on n'aurait peut-être pas de problème de pénurie d'employés parce que malheureusement, le pendant de la pandémie serait peut-être qu'il y aurait plus d'employés, ce qui n'est pas le cas. Là, maintenant, on se dit, nos employés, on ne veut pas les perdre. C'est d'autant plus
peut-être exacerbé dans le segment aérospatial parce que trouver des gens spécialisés dans votre segment, quand vous les avez éduqués, formés, etc., ça ne sort pas nécessairement d'école avec tous les outils pour être capable d'être chez vous. Comment qu'on a vécu ça là, au niveau de... Parce que là, finalement, la pandémie, on ne veut pas les perdre, nos employés, mais quand on dit qu'on ferme l'usine, on ferme l'usine. Si on n'a pas suffisamment de... Bon, comment on travaille ça? C'est une grande question. C'est une grande question, hein? Ouais, je sais. On peut le faire en format plus mini. Peut-être que je te demanderais, par exemple, c'est de voir, bon, quand on est arrivé, puis on a été obligé d'en mettre à pied, puis après ça, on a été obligé d'en ramener certains employés clés. Certains ne pouvaient pas revenir tout de suite. On change les chiffres. Comment on gère ça, compte tenu que la pénurie de main-d'œuvre n'a pas vraiment disparu avec la pandémie? Puis ce que ça fait, c'est que nos employés qu'on a, on ne veut pas les perdre parce qu'on anticipe qu'on va devoir les revoir dans un horizon parce qu'en ce moment-là, en mars 2020, on s'entend, on n'avait pas anticipé qu'on serait 2 ans dedans et qu'on serait encore là. Fait que, veut pas, on voulait qu'ils soient encore là. Fait que, comment on gère ça dans une industrie aussi spécialisée que l'aéronautique? C'est peut-être une meilleure question. C'est sûr que quand on a eu une décision à prendre, que pour nous, c'était fin avril, début mai de 2020, qu'on a vraiment vécu le ralentissement des commandes par rapport à ce qui était prévu. À ce moment-là, il fallait faire des choix sur qui sont les employés qu'on a vraiment besoin de garder et qui sont les employés qu'on veut, mais on n'a pas besoin d'eux présentement. Donc, pour ces employés-là, on a fait une mise à pied temporaire. Donc, c'est pendant une période de 6 mois avec l'espoir qu'on allait pouvoir ramener tous ces individus-là. Et effectivement, on a commencé à ramener les personnes qui ont été en mise à pied après les vacances d'été. Donc, on a pu pas reprendre tout le monde, mais une grande partie de ceux qui ont été mis à pied sont revenus. C'est vraiment, ça va avec comme les besoins de l'entreprise et aussi les communications des chefs d'équipe et les personnes qui sont dans les postes de superviser ces personnes-là pour dire vraiment telle personne est essentielle maintenant et telle personne, on veut leur avoir parmi nous. C'est aussi la formation, beaucoup, parce qu'on avait embauché beaucoup de personnes en 2019 et début 2020 et on a investi à former ces personnes-là parce que même si quelqu'un vient, nous on a beaucoup de machinistes, même si quelqu'un vient avec une formation en technique d'usinage, on a quand même besoin de les former sur nos façons de faire, nos spécifications, les requis des clients et nos pièces. Donc, il y a quand même eu des décisions de prendre. Il y a certaines personnes qui ne sont pas revenues. Et c'est parce qu'on a eu un peu de temps pour identifier qui sont les personnes qu'on a vraiment besoin de ramener. Maintenant, on est dans ce défi de formation encore. Nous, on a embauché plus, mais les personnes qui sont restées dans la dernière année, c'est 36 nouveaux chez nous et on est rendu à 110 employés. Donc, on s'en a 36 sur 110, c'est beaucoup de l'équipe qui sont des nouveaux. Donc, d'intégrer ces personnes-là, de les communiquer, c'est quoi la culture de l'entreprise, qui nous sommes et de les aider à apprendre pas juste à comment faire le travail, mais comment faire partie de notre équipe. C'est sûr que c'est un défi qu'on vit présentement. Et juste une chose qu'on a fait différemment à cause de la pandémie, avant, on faisait une réunion annuelle à la fin de l'année avec toute l'équipe ensemble. Donc, mais en 2020, je l'ai fait en plus petits groupes, comme des groupes de 8 personnes à la fois avec moi. Et on a parlé des valeurs de l'entreprise et comment on peut vivre ces valeurs-là au quotidien, quels sont les comportements en lien avec les valeurs. On avait repensé la vision côté équipe de direction en 2020. Et aussi, cette année, maintenant, je fais mes réunions ou les réunions annuelles maintenant. Normalement, j'aurais fait ça en décembre, mais on était vraiment dans le jus en termes de retard de production. Donc, je le fais maintenant. Et j'ai 5 à 6 personnes dans notre salle de conférence. C'est juste, on ne peut pas accueillir plus.
mais ça peut, et j'ai 19 réunions, je suis là-dedans maintenant, que je fais. Mais qu'est-ce que ça permet? C'est l'écoute. Comme Chantal a mentionné, l'importance de l'écoute. Moi, je parle de la vision de l'entreprise, les valeurs, la mission et aussi de qu'est-ce qui s'est passé en 2021, où est-ce qu'on s'en va en 2022. Mais c'est comme plus une conversation. Comment que vous voyez ça? Donc, chaque réunion, c'est un peu différent. Les gens m'apportent des questions ou des commentaires sur comment que ça se passe. Et ça permet vraiment cet échange. Et moi, j'aime ça. C'est vraiment une belle opportunité pour moi d'avoir une conversation avec des gens que je vois beaucoup moins. On n'est même pas supposé de rester à nos places de travail et pas tant ça de se promener et tout ça. Donc, c'est une belle opportunité de connexion et je dirais que c'est une des choses qu'on a changé, notre façon de faire, qui m'a permis d'avoir une meilleure connexion et écoute avec les employés. Je pense que c'est un trend qui se maintient bien de Catherine à Chantal à toi, Dawn Marie. Vous avez vraiment mis d'avance cet aspect-là, là, que la communication, c'est un des vecteurs qui a fait vraiment que vous avez gardé les bons employés, avoir la bonne écoute, faire les bons changements qui sont en fonction des employés. C'est là peut-être que j'enverrai la discussion vers Lise Chécordé, comment on a vécu le fait que peut-être qu'on espérait que la pénurie ne serait pas une pénurie, mais malgré la pandémie, ça n'est qu'encore une. Nous, on vit ça comment? Bien, on est triste, là, mais ben, on vit ça un peu comme toutes les autres. Hein. Je pense que mettons là, avec un pas de recul, je vais dire, ça m'a fait du bien de penser le court moment où on a pensé qu'on n'aurait pas la pénurie de main-d'œuvre, que ça serait réglé. Ça me fait du bien, cette période-là. Il y a du stress qui est tombé sur mes épaules et puis, il n'a pas nécessairement rembarqué sur mes épaules, ce stress-là. Ça a été juste de « Ah, ben ça ne sera pas ça. OK, bien, on continue. » Mais cette pression-là, quand même, ce petit moment de velours-là a quand même aidé. Mais c'est sûr qu'en ayant amélioré nos avantages, ça nous a aidé un petit peu, mais ce n'est pas la manne là, chez nous non plus. Mais j'aimerais ça amener peut-être un autre petit côté, Nancy, parce que nous, ce qu'on a vécu, c'est qu'on a baissé à un moment donné les gardes sur attention, ce n'est pas parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre qu'on doit embaucher n'importe qui. Et on l'a fait. On s'est mis à avoir peur, on s'est mis à embaucher tout le monde qui venait cogner à la porte. C'était de courte durée parce que mais on l'a fait, on l'avait déjà fait il y a vraiment beaucoup d'années. Puis l'humain est quelqu'un qui oublie les choses rapidement quand on est en crise. On l'a fait. Et mon Dieu, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts, embaucher n'importe qui, des gens qui ne sont pas à côté sur nos valeurs d'entreprise, des gens qui ne fitteront pas dans l'équipe. On pense que ça va faire une paire de mains de plus, puis super, non. Au lieu d'aller plus vite, ça va moins vite. Fait que c'est mon petit constat. On a fait des choix de laisser partir de la croissance pour préserver notre équipe. Vraiment, un gros choix qu'on a fait. Pour moi, c'était hyper difficile de faire ce choix-là. C'était très beau. C'était très, très beau comme opportunité. Et puis, à un moment donné, quand je l'ai annoncé à l'équipe, puis j'étais soulagée parce que c'était trop gros. Tu ne penses pas que l'épaule des gens, même sur la production, vont faire fou. Fait que la croissance devra se faire de façon différente et je n'ai pas la réponse. Je n'ai vraiment pas la réponse à comment on va réussir à faire notre croissance. Pour nous, présentement, c'est de garder les clients qu'on a, garder les employés qu'on a et intégrer des gens qui fitent dans cette équipe-là.
Bien, c'est un thème que vous abordez toutes en fait, parce que vous avez toutes souligné à quel point l'importance que l'équipe s'est épaulée. Vous, en tant que gestionnaire, d'avoir assuré que les équipes se sont épaulées, puis en tant que collègues, ils se sont épaulés. Fait que dans le même temps, c'est pas seulement ramener des gens qui ont les mêmes valeurs puis qui ont les bonnes expertises, mais des gens qui vont être en mesure de s'intégrer à l'intérieur de votre équipe pour garder cet épaulage-là, surtout quand on sent peut-être un peu la pression au niveau de la mentale de nos employés. Fait, je vais peut-être passer sur un autre thème juste pour réalléger un petit peu. On sait que la pénurie, c'est peut-être pas le thème le plus wow qu'on pouvait peut-être imaginer, mais il fallait l'adresser. Ceci étant dit, pandémie, c'est quand même un vecteur de changement. Vous en avez tous souligné des modèles. Mais mettons que je vous demandais là, un aspect positif, vous dites, ben, sais-tu quoi, j'ai réussi à obtenir telle chose ou j'ai fait telle chose à cause de la pandémie que j'aurais peut-être pas fait si cette crise-là, ça ne s'était pas matérialisée. Puis c'est ce que je vais vous demander de me parler. Fait que cette fois-ci, ben, Dande-Marie, tu n'as jamais été la première. Alors, c'est à ton tour. Je commence par toi. Un aspect positif que la pandémie a apporté à votre entreprise. Je dirais que côté bureau, cette flexibilité de télétravail a été quelque chose de positif. Nous, on a mis en place comme un modèle hybride. Donc, les gens travaillaient de la maison 2 jours par semaine, étaient présents au bureau 3 jours. Des fois, c'était un peu différent, dépendant des réunions qu'on avait ou des choses qu'on avait à faire dans la journée. Mais on n'aurait pas pensé à faire ça avant la pandémie, mais on a eu des vrais gains en productivité avec moins de voyagement. On a appris comment s'en servir de la technologie. On a commencé à faire aussi des réunions hybrides. Donc, des fois, il y a des réunions avec des personnes qui sont là en présentiel, d'autres personnes qui travaillent à la maison. Et ça aussi, c'est fonctionnel. Donc, je dirais que ça, c'est une des choses qu'on a mises en place, qu'on n'aurait pas fait sans que la pandémie nous exige de faire des changements. Essentiellement, revoir les façons de faire dans la communication d'équipe, puis de s'apercevoir que parfois, c'est correct que toutes les personnes ne soient pas dans la même salle, les décisions se prennent pareil, puis les choses continuent d'avancer. Très bon point, Dande-Marie. Lise, c'est à toi que je vais passer la balle. Positif de la pandémie. Y a-t-il quelque chose pour accorder qu'on s'est dit, ben, finalement, ça a au moins apporté tel élément? Qu'est-ce que ça a apporté? Quand même beaucoup. Quand même beaucoup, parce qu'on a été service essentiel dès le début, donc on est resté ouvert, mais on a vraiment appliqué ce que le gouvernement disait, donc on a resté ouvert que pour nos clients qui étaient essentiels. Donc, ça nous a quand même donné un lousse. Ça nous a permis de reprendre du retard et après, nous a donné un petit lousse. Où est-ce qu'on a pu se pencher sur nos façons de faire, chose qu'on n'avait jamais le temps avec la croissance de faire. Fait que oui, nos processus de production ont été grandement améliorés dans les 2 dernières années. On est allé chercher quand même un 12 % d'augmentation de productivité, fait que ce qui est énorme, là. Puis on n'est pas rendu au bout. Mais un point majeur que ça nous a amené, cette pandémie-là, c'est de nous avoir amené à travailler notre cybersécurité. Tu vois, nous, il y en a qui travaillaient à distance et c'était correct, là, mais on n'était pas bien outillés au niveau de la cybersécurité. Puis là, en ayant plusieurs personnes qui sont en télétravail, c'est un sujet qu'on a fait comme « Oh, attends un peu, là, il y a vraiment quelque chose ici, là. » Puis on n'est pas, je m'en allais dire, mais je vais le dire, on n'est pas très habillés à ce niveau-là, on est pas mal tout nus. Hein? Alors, c'était un gros dossier. On est encore sur ce dossier-là. On forme tout le monde. Ça, je trouve que ça a donné un bel élan
à ce niveau-là. Alors, oui, les processus, mais oui, un nouveau dossier complètement qui n'était pas dans notre prévision d'adresser du tout. Hey, merci, Lise. Je vais juste poser une précision. 12 d'augmentation de productivité, mais pas une augmentation du nombre d'employés. Non. Hein? Je veux juste le préciser parce que c'est quand même important. Là, on a parlé pénurie de main-d'œuvre et tout ça. Donc, on avait le même monde, on a fait plus et mieux. Mais ce que j'entends jusque depuis le début qu'on conjase, sans rajouter de pression indue sur nos gens qui ont l'impression qu'ils sont obligés de porter plus lourd. Non, c'est ça la magie. On a vraiment planché sur les processus, on a fait ce qu'ils nous apprennent à l'école puis qu'on ne fait pas en réalité. C'est vraiment parti d'en bas, c'est monté en haut, au lieu de partir d'en haut puis descendre en bas. Ils nous le disent à l'école, puis c'est pas ça qu'on fait dans la vie de tous les jours. Puis la pandémie, ça a fait que ces améliorations de processus-là, ils sont partis d'en bas. Puis ça a donné 12 %. Bon commentaire. Hey, merci beaucoup, Lise. Catherine, de ton côté positif que la pandémie a amené chez Nationex, qu'est-ce que ça nous a donné pour se dire, hey, tant mieux? Bien, écoute, le virage de la livraison à domicile, définitivement, toute la révision de nos processus internes là, pour être plus efficace, tout ce qui est data, tantôt j'en parlais, là, mais on se comprend mieux. Là, puis moi, je dis, quand on se mesure, on s'améliore. On se mesure, on s'améliore, on sait sur quoi travailler. Fait que ça, c'est un des bons points. Puis je reviens à dire ça, mais la croissance fait aussi que tu amènes des nouveaux projets. Puis je pense que c'est motivant pour les gens de travailler sur des projets qui sont des projets de croissance, qui vont nous amener ailleurs. Fait que moi, je crois beaucoup que ce qu'on met en place aujourd'hui, puis ce qu'on a mis en place la dernière année, nous pousse vers l'avenir. Fait que c'est quand même motivant pour des employés qui ont envie de faire partie d'un changement, de pouvoir y participer. Et en même temps, c'est ça qu'on veut, avoir des employés qui ont envie de faire partie d'un changement. Fait que des fois, il y a des gens qui se retrouvent moins là-dedans ou qui s'y retrouvent plus, mais c'est là qu'on veut s'en aller, là, d'avoir des projets qui vont être porteurs d'avenir. Là. Le message que tu laisses, c'est un message qui se rapproche beaucoup de Lise aussi. Puis je pense que tout le monde, c'est d'arriver et de dire t'as amené les employés à t'aider à trouver des nouveaux vecteurs. Le fait que tu as fait ta livraison à domicile, on revoit le processus, mais ça ne s'est pas fait juste dans la tête de Catherine. Ça s'est fait dans la tête de l'ensemble de Définitivement pas. C'est même pas moi souvent qui les a amenés, les idées. C'est ça. Mais je voulais juste le souligner, question que notre auditoire le comprenne très bien, mais j'aime beaucoup parce que, encore une fois, la trame qu'on a vue jusqu'à maintenant, cette centralisation autour de l'employé au lieu de juste regarder les techniques, juste regarder des éléments qui sont regardés sur la productivité. Là, on a concentré sur l'employé, puis ça l'a donné des éléments de productivité, ça l'a donné des éléments de fidélité, ça l'a donné de la flexibilité. On a créé des nouveaux vecteurs potentiellement de croissance, comme par exemple la diversification de juste livraison en magasin versus domicile. Chantal, de ton côté, qu'est-ce que ça a offert positif? Ça rejoint un petit peu probablement tout le monde. Moi, je vais dire la délégation du pouvoir. C'est-à-dire que là, on amène nos gens, peu importe le niveau, et ça a vraiment sorti comme ça. Tout le monde a la facilité de trouver une problématique là. Trouver un problème, ça, c'est relativement simple, qu'il soit mesuré, pas mesuré, peu importe. Mais on amène les gens, ou les gens se sont amenés au fil de tout ça, à trouver des solutions. Hey. Apportons une solution. C'est tellement plus positif qu'apporter un problème. Et ça, à tous les niveaux. À tous les niveaux, peu importe. Parce que, comme on dit, là, il y a plein d'endroits, on ne peut pas avoir les yeux tout partout, on ne peut pas avoir les mains dedans tout partout, on ne peut pas faire ça. Mais c'est tellement le fun de voir germer des solutions à plein de niveaux. Moi, ça me rend fière de voir que les gens y ont le goût, premièrement, et ça apporte une dynamique bien plus intéressante qu'on parle depuis tantôt. Et oui, il y a une croissance, une progression à travers tout ça, mais encore là, prendre un pas de recul, puis regarder, y a-t-il une solution? Il y en a toujours une solution, mais amener tous les gens à cette réflexion-là, et je pense que ça, c'est du positif qui est sorti dans les dernières années. Bien, je pense que de toute façon, ce qui est important, là, ce que j'entends là, dans ton message, c'est qu'on est passé du service des plaintes au service des suggestions. Donc, c'est peut-être un message, mais c'est un peu ça. Hein?
On avait beaucoup d'employés qui avaient bien des problèmes puis à nous partager, à nous offrir, à nous mettre dans notre assiette. Puis maintenant, ils passent dans une situation où ils sont peut-être plus ouverts à arriver en disant « Hey, on a peut-être tel élément qui fonctionne moins bien, mais je te suggérais, si on irait dans cette direction-là, qui devient plus proactif, positif. On est dans une situation de pénurie, donc augmentation de l'appartenance, du sentiment de faire partie de cette belle équipe-là qui est chacune de vos entreprises. Alors, je rappelle, on est déjà rendu à 15 minutes de la fin. Je ne peux pas croire à quel point ça s'est passé vite. J'ai vraiment l'impression que le temps a filé, que toutes et tous qui sont actuellement en participation, vous pouvez nous transmettre vos questions dans le chat ou encore dans le segment Q&A. Puis, en attendant de voir l'arrivée de vos questions et de donner le mot final à nos invités, je vais vous passer la question qui tue. Aha! Vous sentez-vous comme tout le monde en parle tout d'un coup? Alors, on a parlé pandémie, vecteur de changement, beaucoup de concentration ressources humaines. Est-ce que le fait que vous êtes toutes des leaders féminines a été le vecteur que l'humain a pris le dessus sur pourquoi vous vous êtes concentré sur cet élément-là? Ou est-ce que vous avez été mieux adapté à faire ça ou tout le monde a ces qualités-là de prendre en charge? Fait que là, c'est ce que je vais vous demander. Est-ce le fait d'être féminine, d'être une femme, vous a mieux permis de répondre au fait que la crise a vraiment centré sur l'humain ou pas? Puis c'est correct, hein, vous avez le droit de dire non, mais on va le mettre sur la table. On le sait qu'il y en a d'autres qui se posent la question et qui ne le diront pas. Fait qu'on va y aller. Puis, Chantal, je vais te laisser répondre après. Écoute, moi, je dirais que tout le monde a cette capacité-là parce qu'on ne se serait pas sorti de la pandémie de cette façon-là, que ça soit d'un côté humain ou entreprise ou peu importe. Puis il y a autant d'hommes que de femmes, là. Donc, pour moi, tout le monde a cette capacité-là. Maintenant, est-ce que l'instinct rapidement, bien, ça encore là, ça va avec les équipes. Tu sais, dans nos gestionnaires, on a des hommes comme des femmes et tout le monde a apporté sa vision là-dedans. Donc, pour moi, j'aurais tendance à dire que tout le monde a cette capacité-là sans problème. C'est pas le fait que tu étais la femme, la personne féminine à la tête d'entreprise qui fait en sorte qu'on a pris cette tangente-là. Toute personne qui aurait été dans la culture de Francine aurait probablement arrivé aux mêmes conclusions que toi. Est-ce que c'est ça que j'entends? Bien, en fait, non, parce que techniquement, j'étais directrice générale quand la pandémie a commencé. C'était Luc Jutras qui était président. Je suis devenue présidente le 7 juin 2020, donc en pleine pandémie. Donc, encore là, l'équipe, les gens, on se complète. On n'est jamais des leaders seuls. Est-ce qu'on a un côté maternel? Peut-être plus, mais des fois trop. Fait que ça prend un bon dosage de tout. Puis, on a toute la capacité de ça, mais c'est de s'entourer des gens qui vont nous amener à bien voir ça. Parfait. Je passe la parole aux autres parce que là, je pense que j'ai excité bien du monde. Là, je reçois des questions qui commencent à rentrer. Fait qu'il nous reste 10 minutes, on va y aller. Fait que, Catherine, est-ce que le fait que tu étais une femme leader a changé, a été plus pour être capable de gérer cette crise-là au niveau humain? Non, je pense pas. Ben, peut-être humain, mais je pense pas que c'est le fait d'être une femme ou un homme. Je pense que je suis, comme un homme serait comme il est. Fait que ça leur a amené quelque chose qui était différent. Je pense pas que c'est le côté féminin ou masculin. Je pense qu'à la fin de la journée, ce n'est pas le fait qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme. On a la même entreprise, on est président de l'entreprise, on doit avoir tous le même objectif, c'est notre croissance passant par tous les vecteurs qu'on a parlé durant. Il faut tout qu'on regarde nos chiffres à la fin de la journée. Il faut s'assurer qu'on soit là l'année prochaine puis qu'on garde nos emplois. Tout ça. Je pense vraiment pas que c'est ça, mais je pense que tout est dans la diversité. Puis je suis d'accord avec Chantal, c'est l'équipe. Si j'avais juste des femmes, peut-être que je verrais ça ne marcherait pas. Puis si j'avais juste des hommes non plus. Moi, je pense que tout est dans la complémentarité et tout ça. Fait que, moi, je ne suis pas la seule qui gère mon entreprise. On est plusieurs. Non, je ne pense vraiment pas ça.
Merci, Catherine. Lise, je te vois hocher de la tête. Est-ce que j'assume que tu es dans les mêmes... on est d'accord avec ça? Oui, effectivement, parce que moi, autant comme c'était nocif, les entreprises qui étaient gérées seulement par des hommes, c'était pas parce que c'était des hommes, c'est parce que c'était juste un genre. Ouais. Que je trouve que c'est autant nocif si c'était juste des femmes. Moi, je te trouve que la synergie d'équipe et de multi-personnalités, c'est ça qui fait la force des équipes. Tu sais, il met juste des rouges ensemble pour ceux qui connaissent les profils. Ouais. Même si c'est toutes des rouges filles, ça va faire pouette-pouette, ça ne sera pas ben long, là. Hein? Fait que moi, je pense que tout est dans la synergie et d'avoir le doigté de faire des équipes qui sont justement complémentaires. Fait que si j'ai une force à donner à l'entreprise, c'est qu'on est une entreprise très complémentaire les uns avec les autres. Merci, Lise. Dan, en accord avec tout ça, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, c'est ma mère qui a géré l'entreprise depuis 1998, après le décès de mon père, à l'âge de 52 ans. Donc, moi, je suis rentrée dans une culture que j'apprécie et j'appréciais beaucoup de compassion et écoute. Ma mère a géré l'entreprise avec à mettre les employés en priorité, mais qui est en lien avec mes valeurs aussi. Donc, mais c'est difficile de dire qu'est-ce qui est parce que je suis une femme et qu'est-ce qui est juste moi. Je pense qu'en général, la compassion et l'écoute, c'est plus associé avec les femmes qu'avec les hommes en tant que caractéristique. Mais je pense que les hommes peuvent être aussi bons là-dedans. Ça dépend juste des personnes et comment ils sont, quelle sorte de personnalité ils ont. Je sais que dans notre équipe de direction, on avait des points de vue différents sur comment s'y prendre dans cette situation. On avait des membres de l'équipe qui avaient le focus sur bien servir le client à tout prix, peu importe l'impact sur l'équipe. Et c'était problématique, mais est-ce que c'est parce que c'était un homme? Je ne pense pas. On avait d'autres hommes qui étaient sur l'autre côté de l'importance de vraiment comprendre le point de vue des employés. Donc, je pense que ça va peut-être plus avec les personnalités, peut-être les rouges versus les autres sortes de personnalités que vraiment être soit une femme ou un homme. Parfait. Excellente réponse. Je vais vous passer des questions. Puis les questions, vous n'êtes pas toutes obligés d'y répondre. Fait que je vais vous laisser l'option de lever la main, celle qui voudra la prendre, ou celle avec un S, mais vous n'êtes pas obligé de toutes y répondre. Une des questions qui est là, que je trouve quand même assez vraiment intéressante, c'est dans le contexte où plusieurs d'entre vous ont souligné qu'on a fait des hausses de salaire pour garder nos employés au cours des mois de la pandémie. Comment on refile cette augmentation de salaire-là aux clients? Parce qu'en fin de compte, ça a de l'impact sur notre profitabilité. Il y en a une qui veut le prendre, Lise, Chantal, Catherine. Ben nous, ça s'est reflété sur nos prix à nos clients, effectivement. Mais en même temps, j'ai dit, on a fait 12 % d'augmentation de productivité. Donc, on n'a pas tout refilé. Hein? On a eu un gain de productivité qu'on n'a pas nécessairement tout mis dans nos poches. On est allé chercher un équilibre au travers de ce qu'on va refiler, puis les gains qu'on a faits. Puis c'est ça le but aussi. Le but n'est pas de créer une bulle d'inflation. On a déjà un problème d'approvisionnement qu'on pourrait jaser longtemps. Et c'est parfait. Fait que là, finalement, ce qu'on dit, là, c'est qu'on a absorbé un petit peu. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent faire un commentaire ou je passe à la prochaine question? Je pense qu'on a absorbé, je pourrais compléter, là, juste te dire, on a absorbé, puis je peux comprendre qu'il y a des entreprises, tu es dans un magasin, tu as un commis, à un moment donné, c'est dur de toujours repasser au client, mais le marché s'adapte tranquillement, fait que ça nous a permis aussi d'augmenter nos prix en même temps que nos concurrents le faisaient. Je pense que c'est une question aussi d'offre et les employés en demandent plus, mais les clients commencent à tranquillement aussi accepter davantage les augmentations parce qu'ils vivent la même chose chez eux. Fait que je pense que c'est d'y aller tranquillement là, en même temps. On ne peut pas tout faire d'un coup. Là. Parfait. Je vois le temps qui file. Je vais m'assurer qu'on termine à 10 heures on time. Fait que je prends la dernière question que je vais vous poser. Malheureusement, ça va nous faire sauter notre question sur le conseil du jour de chacune d'entre vous, mais ce n'est pas grave. Ils pourront tous vous interpeller si jamais ils le souhaitent et vous le poser. Alors, la question que j'aurais, comment on gère nos fournisseurs durant la pandémie?
Est-ce qu'on a modifié nos pratiques? On a parlé des clients, on a parlé des employés, on n'a pas adressé la question des fournisseurs, on se pose la question. Moi, Oui, Chantal, vas-y. Je veux juste faire un point là-dessus parce qu'on a parlé, on parle beaucoup de nos clients, tout ça, mais on parle beaucoup de partenariat et les fournisseurs, c'est nos partenaires. Et ce qu'on a envie avec nos clients, c'est d'être leurs partenaires. Je pense que s'il y a une chose qu'on a appris là, dans les dernières années, c'est qu'on a envie d'avoir du fun dans tout ça, d'avoir des belles relations, des relations saines, le fun. Puis je pense qu'encore là, je reviens avec le 360, c'est autant nos fournisseurs, nos clients que nos employés. Donc, nos fournisseurs, c'est un enjeu important pour qu'on puisse servir notre clientèle. Et on a parlé de problèmes d'approvisionnement. Bien, si on a des bonnes relations avec nos fournisseurs, ça va nous aider à nous sortir de ça, même si le problème d'approvisionnement, c'est un problème mondial actuellement. C'est avec des partenaires qu'on va se sortir de tout ça. Parfait. Tellement d'accord avec toi, Chantal. C'est super. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire un autre petit mot sur cette question-là ou je fais un wrap-up? On est rendu à 9h56, ça va très vite, hein? C'est incroyable. Vous êtes tellement... je pense qu'on aurait passé une autre heure. Honnêtement, j'ai encore une liste de questions puis je suis un petit peu comme déçue de ne pas pouvoir avoir passé à travers. Ça prend un petit peu de temps avant que notre liste de questions se pop-up, mais je vois l'enthousiasme. Je vais vous remercier, chacune d'entre vous. Vous avez été fabuleuse dans les commentaires, extrêmement authentiques, Catherine, ton mot du début. La bienveillance, Lise, que tu nous as souligné au début, clairement important. Les éléments de communication que Chantal a clairement identifiés. Marie, le fait que l'entreprise a une culture, maintenir cette culture-là est un élément clé vers le succès, spécialement dans la pandémie. Ça a été dans les grands thèmes qui ont été abordés et je ne peux que vous remercier d'avoir permis à notre auditoire de partager ça avec vous, puis de l'avoir partagé dans un sens vraiment authentique, sans filtre. Alors, merci beaucoup. Ce que je vais souligner également aux participants, c'est que vous recevrez d'ici à peu près une quinzaine de minutes dans votre courriel un sondage et je vous encourage fortement à le remplir. Ce n'est pas très long, mais ça nous permet à SIC de pouvoir identifier les bonnes conférences qui vous plaisent, si les personnes qui étaient autour de cette conférence-là ont apporté des informations qui vous étaient pertinentes. Alors, s'il vous plaît, le remplir en grand nombre, ça nous aide énormément. Et encore une fois, un très grand merci à Lise, Catherine, Chantal, Dane-Marie. Vous avez été vraiment excellentes et un très grand merci de m'avoir honorée d'avoir permis de faire la suite de cette conversation avec vous. C'est très apprécié. Et sur ce, je vais souhaiter une bonne journée à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci.